Il va falloir s'accrocher, hein. Il va falloir s'accrocher, je vous préviens. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'agression sexuelle, en l'occurrence. Et c'est un sujet particulièrement tendu pour moi, comme vous pouvez le savoir, puisqu'il y a beaucoup de vidéos qui sont faites sur cette chaîne d'ailleurs, sur les violences sexuelles, sur différentes affaires qu'il y a eu lieu ces différents mois, ces différentes années. Et on va essayer d'en parler, enfin voilà, je vais essayer d'en parler peut-être un peu plus largement, c'est à voir, bref, parce que je suis en train de préparer une autre vidéo, autre chose, pour cette chaîne-ci, qui va aussi parler des femmes. Et donc, je suis en train de réfléchir parce que ça a pris des tournures un petit peu particulières et ça mériterait presque d'être finalement, euh, d'être finalement à monter plutôt que d'être juste donné comme ça. Bref, on verra. En attendant, aujourd'hui, on va parler de l'affaire de Karl de Montcharline, qui est un grand businessman, on va dire. Je sais pas comment on appelle ça, mais donc qui un grand propriétaire de plusieurs bars à Bruxelles, qui aurait simplement violé des jeunes hommes et des jeunes femmes dans ces établissements, hein. C'est une investigation qui a été faite par la RTBF et dévoilée hier ou avant-hier, je crois. Donc on est le premier, hein, il y a quelques jours, et ce n'est pas une blague, quand même. On va lire les articles et on va un petit peu réagir. Je trouvais ça beaucoup trop important que juste passer à côté il fallait un peu discuter autour de tout ça. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Petite parenthèse avant, je suis malade, donc si j'ai une voix bizarre ou que je tousse de temps en temps, c'est normal, c'est parce que mentalement je suis en PLS. Voilà. Mais tout va bien. Bref, c'est parti mon kiki. Karl de Montcharline, soupçonné de viol sous soumission chimique, un tissu de mensonges, affirme-t-il. Alors, vous allez voir que... enfin, je trouve... l'affaire est très intéressante parce qu'ici, en fait, on fait face à quelqu'un qui est connu surtout, on va dire, du coup, des milieux un peu VIP, quoi, hein, des milieux peut-être des businessmen, mais pas seulement. C'est pas quelqu'un est vraiment connu de tous, hein, c'est pas un acteur, c'est pas un réalisateur, c'est pas une figure emblématique. Pour moi, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que finalement, entre guillemets, ce mec est personne. C'est juste un gars qui a plusieurs bars, un grand jet-setter, et qui se retrouve dans une affaire où, eh bien, il a réussi à se faufiler entre les mains de la justice pour des raisons assez étranges. Dans le cadre de notre enquête sur les drogues du viol, un personnage connu de la nuit bruxelloise nous a été présenté. Dans le cadre de notre enquête, ah oui, bah c'est juste la première phrase, j'avais pas vu. Un personnage connu de la nuit bruxelloise nous a été présenté à plusieurs reprises comme un agresseur sexuel. Il s'agit de Karl de Montcharline, patron du Wood, boîte techno branchée du bois de la Cambre, aujourd'hui fermée. Plusieurs témoins nous ont affirmé avoir été drogués, puis agressés sexuellement par cette figure connue du monde de la nuit. Karl de Montcharline dément ces accusations et a annoncé sur Facebook, dans un post publié après la diffusion de l'émission, avoir déposé une plainte pour diffamation. C'est marrant parce que c'est toujours, mais toujours la même chose. Toujours. Toujours. Toujours suivi d'une plainte pour diffamation. Ces mecs ne savent pas juste... Je sais pas, il n'y a pas un truc, tu sais, on dit normalement... bon alors j'irai pas jusqu'à dire si on te donne une baffe, tant l'autre joue. Mais de là à être passif ou juste... Enfin, non, là, le gars, à chaque fois, ils attaquent en diffamation et tu te dis, mais c'est d'un... Ah, c'est d'un malsain, parce qu'en plus, ici, ce sont des journalistes, ce sont plusieurs... Enfin, bon, bref, c'est un droit, mais parfois, tu te demandes si c'est pas un petit peu abusé. Tout a commencé par une série de témoignages figurant sur la page Instagram #BalanceTonBar. Plusieurs jeunes femmes y évoquent des agressions sexuelles où une drogue aurait été utilisée pour les neutraliser.
Donc Balance ton bar, c'est une initiative qui avait été lancée, et d'ailleurs ça permet aussi de rebondir parce qu'il y en a beaucoup qui avaient souligné ce fait, que du coup, en fait, Balance ton bar, ça avait été lancé après des témoignages de viols par du personnel de plusieurs bars à Bruxelles, et en particulier deux bars qui est à Bruxelles. Donc si je dis pas de conneries, j'ai peur de dire des conneries, mais je suis sûr quasiment qu'il y avait El Café, et l'autre, je vais pas dire parce que je suis plus très sûr. Et des femmes qui avaient été droguées puis violées par notamment un serveur. Et à l'époque, ça avait fait énormément de bruit, ça avait fait des manifestations, les bars avaient dû fermer pendant un certain temps, et il y en a qui ont souligné qu'aujourd'hui, finalement, il se passe plus grand-chose avec ces bars. Ils reprennent lentement mais sûrement leurs activités, qu'ils recommencent à faire des événements et tout. Et en fait, autant, bon, voilà, ça ne dérange pas, enfin, ce qui ne dérangeait pas les gens, c'est pas forcément que ces bars, enfin voilà, on va pas, on va pas, je sais pas moi, fermer ces bars et puis tout à coup construire, je sais pas, n'importe quoi d'autre, mais pas en rapport avec des bars sur l'endroit, juste par principe. En fait, ce qui dérangeait les gens, c'est qu'ils trouvaient que c'était toujours les mêmes propriétaires, et qu'à part avoir viré la personne qui avait été problématique, eh bien, ils n'ont rien fait d'autre, alors que ben, forcément, quand tu as un violeur parmi ton personnel pendant 2 ans, qui fait une pratique qui est en plus connue par ses collègues et autres, et qui ont déjà eu, qui ont déjà amené des plaintes, etc., il y a un moment donné, t'assumes ton erreur, quoi, en fait. Il y a un moment donné, c'est pas normal que ces gens gardent leur bar, gardent leurs affaires, comme si de rien n'était, et comme si finalement, ils n'avaient aucun rapport avec ça. C'est un peu le fameux qui ne dit mot consent, quoi. Donc, s'ils n'ont pas agi à l'époque, c'est qu'ils étaient d'accord avec ce mec, en fait. Donc parce qu'ils avaient en plus plein de possibilités, ils pouvaient le virer, ben voilà, ils pouvaient effectivement ne fût-ce que en parler, mettre, enfin voilà, il y a des choses, ils auraient pu faire quelque chose, mais ils n'ont rien fait, le mettre à d'autres postes ou quoi, plutôt que de le mettre au contact avec des clientes. Bref. Mais rien n'a été fait, et maintenant ils reprennent leur affaire comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient voilà, aucun rapport avec ces affaires, et pourtant, bah, ces gens étaient quand même les boss de ce violeur, et du coup, bah, c'est un peu dérangeant. Bref. Donc Balance ton bar a été créé de base pour ça, parce que du coup, voyant un afflux de témoignages, il y a une jeune femme, mais je ne sais plus exactement qui, je ne sais plus si c'est un groupe ou une seule femme, qui a ouvert un compte Instagram qui s'appelle Balance ton bar, et qui sert donc à mettre en avant les témoignages des femmes violées dans des bars. Et donc en fait là c'est beaucoup plus général, hein. C'est pas juste dans ces deux bars là, c'est plus général, et donc c'est pour souligner le fait que dans le monde de la nuit il y a une part très sombre et beaucoup trop d'agressions sexuelles. Donc, les faits se passent toujours au même endroit. Le Wood, une boîte techno-branchée qui se trouvait dans le bois de la Cambre, elle fermera ses portes en 2016 pour tapage nocturne. Les témoignages y mettent systématiquement en cause des membres de la direction du Wood. Et dans les commentaires, d'autres jeunes femmes se demandent pourquoi on ne balance pas son nom puisque tout le monde sait de qui il s'agit. C'est sur base de ces affirmations que nous allons lancer notre enquête. C'est Karl. Nous commencerons par rencontrer Maïté Meus, la créatrice de Balance ton bar. Elle nous confirmera qu'il y a des noms de prédateurs qui se retrouvent mentionnés à plusieurs reprises dans différents témoignages concernant le Wood ou d'autres bars de nuit. Mais elle nous expliquera aussi qu'elle ne s'est jamais permis de les donner afin d'éviter toute procédure pour diffamation. Et ça, en vrai, c'est prudent, et ça aussi, voilà, on parle toujours de présomption d'innocence, et ça, je peux comprendre qu'un compte qui reprend juste comme ça des témoignages, soit prudent par rapport à divulguer des noms, parce que on peut jamais savoir la légitimité de ces témoignages. On rappelle que c'est normalement le rôle de la police, mais surtout de la justice en fait, hein, de faire cette étude de témoignages et de juger une personne coupable ou non, ou si les témoignages sont suffisants, hein, que pour pouvoir affirmer si cette personne est notamment par exemple un violeur ou pas. Cependant, vous allez voir que le problème, c'est que si la justice se bouge pas le cul,
Bah forcément, c'est plutôt pratique, hein. C'est plutôt pratique parce que si je tue quelqu'un, mais que tant que la justice dit pas que je suis un assassin, bah personne peut me traiter d'assassin, mais que la justice ne fait jamais son travail et donc je ne suis jamais... Enfin bon, bref. Fort de cette information, nous tentons de joindre l'une ou l'autre personne qui affirmerait avoir été victime de ce type d'agression lorsque le Wood était encore ouvert. Nous rencontrerons tout d'abord Valentine, étudiante de 23 ans. Elle évoquera avec nous ce qu'elle a vécu dans cette boîte de nuit il y a quelques années. J'ai 17 ans à l'époque. Je sors très souvent dans cette boîte. Je suis souvent en contact avec Karl de Montcharline. Il a la possibilité de nous faire rentrer gratuitement. J'ai son numéro de GSM, il suffit que je lui envoie un SMS en précisant le nombre de personnes qui m'accompagnent. Ce soir-là, il est derrière le bar, à sa place habituelle. Je danse un peu, puis à un moment, il m'offre une bière qui ne vient pas directement du bar. À partir de ce moment, tout devient flou. Je ne me souviens pas de la manière dont la suite s'est passée, mais je me retrouve à l'étage du Wood. Il commence à m'embrasser, à me toucher le haut du corps. Je suis consciente, mentalement, mais physiquement, je ne contrôle plus rien. Je suis paralysée. Je suis molle et figée. Je suis totalement consciente de ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas d'accord, je veux que ça s'arrête, mais je suis incapable de sortir un mot ou de faire une action physique pour que ça cesse. Je me rappelle une phrase qu'il me dit et qui me met super mal à l'aise. Il sait que j'ai un petit copain, il se compare à lui. Il affirme qu'il embrasse mieux que lui. C'est cringe. Franchement, j'ai vraiment froid dans le dos. Ou alors c'est parce que je suis malade. Mais à mon avis, c'est un mélange des deux là. Je trouve que ce n'est vraiment pas le cas. Ce vieux qui veut me montrer qu'il est encore jeune me dégoûte. C'est un truc de fou. Il me touche la poitrine aussi, mais ce n'est pas allé jusqu'à la culotte. Parce que mon GSM ne cesse pas de vibrer et qu'il le sent. Ce sont mes amis qui me cherchent. Ils ont constaté ma disparition et celle de Karl aussi. Les vibrations finissent par le gêner puisque mon téléphone est aussi en contact avec sa jambe. Il finit par me dire de partir. En arrivant au rez-de-chaussée, Valentine voit ses amis en train de se disputer avec le sorteur. Il tente de la rejoindre à l'étage. Lorsque Karl descend à son tour, il lui crie dessus. Lui, il prend un air innocent et il sous-entend que je suis d'accord avec ce qui vient de se passer. Il parle de moi comme d'une petite copine et que c'est normal de faire cela à une copine. Valentine finit par quitter la boîte. Elle sera malade une bonne partie de la nuit en ayant toujours l'impression que son corps et sa tête sont deux parties sans lien. Des sensations bien différentes de l'alcool qu'elle n'a de toute façon pas eu le temps de consommer en grande quantité. Mais moi c'est même ça qui me tue. Hein. C'est qu'on rappelle que si vous couchez avec une femme alcoolisée et tellement alcoolisée qu'elle n'est pas capable de donner son consentement et qu'après elle va porter plainte, ça peut se retourner contre vous, on le rappelle, hein, juste pour rappel. Hein. Donc le truc de dire, non mais c'est parce qu'elle était bourrée, hein, je comprends même pas cet argument, je comprends même pas l'argument. Alors ici dans ce témoignage-ci, je comprends que l'idée c'est vraiment de dire, c'était pas l'alcool, et c'était pas juste que j'étais bourré, c'était vraiment que j'étais drogué, mais quand on y pense, même si elle avait été bourrée, genre, elle dit qu'elle elle ne pouvait pas donner son consentement et qu'elle était trop bourrée, et que que même si elle était bourrée, c'était au point quand même de gerber après et tout. Donc, enfin, genre... Bref, c'est le plus soft, hein. Préparez-vous, là on entre seulement... on en est encore qu'au tout début. Je ne porte pas plainte à l'époque, je veux sans doute effacer cela de ma mémoire. Ce n'est que des années plus tard, lorsqu'une de mes amies sera victime d'un viol, que je comprendrai la gravité de ce qui m'est arrivé à moi aussi. C'est à ce moment-là que j'ai porté plainte contre Karl. Et c'est vrai que ces faits concernant une mineure sont loin d'être anodins. Selon un avocat pénaliste que nous avons consulté, si ces faits sont confirmés, il s'agit d'actes qui pourraient être qualifiés d'intoxication et d'attentat à la pudeur, pouvant mener à plusieurs années de prison. Et en plus, elle avait 17 ans, hein. Donc normalement, elle est toujours mineure. Alors elle est sexuellement majeure, mais il me semble que du coup, ça peut quand même être aggravé si c'est un viol. Alors là, s'il y a des avocats pénalistes ou des juristes ou que sais-je, dans les commentaires, n'hésitez pas évidemment à donner les informations nécessaires, parce que je ne sais pas exactement, mais il me semble qu'en Belgique, justement, c'est ça le statut entre 16 et 18 ans, c'est que si tu te fais violer par exemple à 16 ans, ça peut être qualifié en viol sur mineur parce que bah, tu es mineur. Mais à prendre avec précaution. Les garçons aussi. Nous trouverons rapidement un deuxième témoin prêt à nous expliquer ce qu'il a vécu au Wood. Pour préserver son anonymat, nous l'appelons Sita. Il a 18 ans au moment des faits. Lui aussi entretient des contacts réguliers avec Karl de Montcharline pour ne pas payer l'entrée de la boîte de nuit. Lui aussi se voit offrir un verre par le patron du Wood dès son arrivée. À peine le verre fini, il est victime d'un blackout immédiat. Tout est rapidement devenu flou. Je me suis rapidement trouvé sur ce que l'on appelait la terrasse, l'étage qui surplombe la boîte. Encore une fois, tiens, ça c'est étrange.
Seuls Karl et les sorteurs y ont accès. Je me suis retrouvé médusé, incapable de bouger. Je sens que l'on me traîne sur un fauteuil. Je ne sais pas combien d'heures j'y reste, je me souviens juste avoir essayé de sortir en rampant, mais quelqu'un m'a ramené à mon point de départ. C'est horrible. On dirait les trucs... Enfin, je rigole, mais c'est un peu nerveux, parce que genre, ça ressemble vraiment au film d'horreur, tu vois, où on les voit comme ça ramper, et puis, j'imagine... Ah, c'est horrible, vraiment. Sita va en fait passer la nuit à cet endroit. Lorsqu'il se réveille, encore à moitié drogué au petit matin, Karl de Montcharline l'attend au pied de l'escalier. Il a un casque de moto à la main. Il lui propose de le ramener chez ses parents. Il ne va pas me ramener chez moi. Il va m'emmener chez lui et me proposer de dormir encore un peu. Je suis encore complètement étourdi et je ne résiste pas. Il m'emmène dans une chambre impersonnelle avec des murs bordeaux et juste un lit. Il n'y a même pas de couette. Il y a plein de bouteilles d'eau sur l'appui de fenêtre. Il est derrière moi, il ferme la porte, il me pousse contre le lit et enlève mon pantalon. Il fait ce qu'il a à faire. Ça ne dure pas très longtemps. Moi, par sécurité, je ne me débats pas. Je me rends compte que je suis en train de me foutre dans quelque chose qui va me rattraper toute ma vie. Et en fait, pour rebondir là-dessus, c'est pour ça que, en fait, personnellement, moi, en fait, ça me choque, en fait. Et moi, c'est ça qui m'énerve le plus, en fait, dans ces trucs-là. C'est que, à chaque fois, par exemple, en ce moment, à chaque fois que je rencontre une fille et qu'on arrive à parler, parce que moi, je suis assez à l'aise, en fait, pour discuter un peu de tout et de rien, et qu'on arrive à en parler, justement, souvent, de la sexualité et un peu on va dire justement des relations, mais que ce soit avec les ex ou des trucs comme ça, du fait d'être une femme parfois simplement, ou d'être un homme, toi, des trucs un peu à la con, à chaque fois quand je parle, en tout cas avec une fille, je trouve que c'est hyper triste, parce qu'à chaque fois il y a des choses, mais d'office, il y a au moins eu une fois une agression, au moins une fois où il y a des mecs qui ont fait des trucs bizarres, au moins une fois, et je trouve ça horrible, parce qu'il y a des gens, et en fait, moi, c'est ça qui me tue, c'est que, en fait, c'est des mecs qui détruisent, mais ils détruisent pas, en fait, une vie. Ils détruisent non seulement la vie de la personne, mais en plus ses relations futures, parce que ça va impacter la personne pendant parfois très longtemps, mais aussi, je crois qu'on se rend pas compte à quel point aussi, genre, moi, personnellement, ça me fait tellement chier d'être face à ces témoignages et de me dire, mais putain, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible parce que, du coup, c'est difficile, en fait. C'est difficile d'avoir une relation, on va dire, normale avec une fille. C'est difficile d'avoir une relation normale avec une fille dans le sens où c'est difficile de, justement, ne pas avoir l'air louche, parfois en demandant certaines choses. Y a des gens qui se plaignent par exemple que juste en disant bonjour à une fille, il y en a qui se sentent agressés. Mais c'est justement parce qu'il y a des connards comme... On va évidemment éviter toute conclusion hâtive, mais des connards qui profitent des femmes qui sont en difficulté, qui profitent, même qui ne sont pas en difficulté, hein, mais qui sont complètement tarés dans leur tête et qui se croient tout permis en fait, et qui prennent juste ce qu'ils ont envie de prendre au moment où ils ont envie de le prendre, et bien, à cause de ces mecs-là, on en vient en fait à ce que aujourd'hui certains appellent les féministes extrémistes. Mais il faut bien avoir conscience que cette pensée parfois de... si moi par exemple, j'ai déjà vu des filles courir, genre je suis dans la rue, je marche tranquillement le soir pour rentrer chez moi, et en fait je remarque que la fille, qu'il y a une fille genre plus loin que moi, et qu'elle court, genre mais je sais que c'était à cause de moi, parce qu'elle se retourne et tout à coup elle court, parce qu'elle a l'impression d'être suivie. Et on peut se dire, ah ouais, mais non, mais c'est des filles paranoïaques et tout, mais je vous jure, demandez à une femme, vraiment, hein, demandez à une femme ce qu'elle a vécu. Le nombre de mecs qui l'ont déjà suivi dans la rue, le nombre de mecs qui l'ont déjà sifflé, qui l'ont déjà insulté, Mais je vous jure qu'en fait, mais... Évidemment qu'à force, en fait, tu deviens parano et que dès que tu vois un mec, tu te dis, mais en fait, lui, c'est une menace. Alors, je dis pas que pour autant, ça veut dire que, à jamais, les hommes et les femmes sont voués à vivre la femme se méfiant de l'homme. Moi, je suis certain que ce sont des choses qui sont réversibles et qu'un jour, tout ce qu'on voit ici
C'est un peu, voilà, comme nous, parfois on se marre en se disant, ben putain, au Moyen-Âge, ils croyaient que, je sais pas moi, que la Terre était plate. Bah, je pense que dans le futur, un jour, les gens nous verront et ils diront, bah, regarde les cons, à l'époque, ils jugeaient même pas les gars qui faisaient des trucs de tarés, en fait, hein, qui agissaient comme des animaux. Et ils se moqueront de nous et on sera en mode, bah ouais, on était des gros cons. Bref, donc voilà, moi personnellement ça me touche parce que je trouve que en fait c'est à cause de mecs qui sont juste des animaux et de ce système qui leur permet d'être des animaux parce que c'est ça le plus grave, hein. C'est tout ce qui l'entoure. Parce que si ces mecs, en fait, étaient arrêtés dès le début, si ces gars, et c'est pas Éric Zemmour hein, qui va arrêter ça, ni Marine Le Pen, hein, je crois que je préfère directement mettre les choses au clair quand même. Je pense qu'on se rend pas compte, sans entrer non plus trop dans la politique, mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point eux font des écrans de fumée, et sans entrer non plus dans un avis politique. Hein. Je parle vraiment en termes d'extrême. Je pense vraiment qu'il y a un côté où c'est pas voilà ces gens ces hommes qui sont vraiment qui agissent comme des animaux ce sont pas forcément des étrangers, il y en a vraiment de tout type, de toute manière, il y en a qui sont manipulateurs, il y en a qui sont cons comme leurs pieds, il y en a qui et donc c'est vraiment tout le système qu'il faut changer et surtout la manière de percevoir ces gens quoi. Il y a un moment donné, il faut que ces mecs ils aient la honte. Genre, il faut que ces mecs ils osent plus sortir de chez eux. Enfin, je grossis le trait, mais il faut que ces mecs, genre, c'est un peu comme si tu faisais un meurtre. Tu vois, quand tu fais un meurtre, à part les psychopathes, normalement, tu sais que t'as déconné. Normalement, tu fais tout pour le cacher. Tu fais, enfin, maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui fait un meurtre, il va essayer de cacher, entre guillemets, les preuves, etc. Mais là, je trouve qu'en lisant les témoignages et tout, putain, mais il y a même plus parfois, ils essayent même plus de cacher les preuves. Donc il faut maintenant, pour moi, hein, arrêter les personnes dès que elles commencent à... Enfin, dès que ça commence, en fait. Dès qu'elles commencent à déconner et qu'elles font des conneries monumentales. Parce que sinon, ça impacte trop de gens. Il me demande de changer de rôle, et là c'est plus fort que moi, ce n'est pas ma position, ce n'est pas ce que je veux, il n'y a pas de consentement, je n'ai pas demandé ça. Utiliser mon corps pour lui, ce n'est pas possible. Il voit sur ma tête qu'il y a un rejet, une peur. Là tout va aller très vite, il remballe tout et me fout à la porte. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il parle d'une pièce, d'ailleurs, parce que j'y pense maintenant, mais il parle d'une pièce, ce serait intéressant de savoir si cette pièce existait à l'époque. Parce que du coup, forcément, ce témoignage aurait plus d'impact si bah, il sait quelque chose que normalement, on va dire, quelqu'un de lambda ne pourrait pas savoir. Aux yeux de Sita, cette agression a fait éclater sa vie. Elle va détruire toute estime de soi, il va avoir des comportements à risque et contracter le sida. Il passe de longs moments à l'hôpital, il abandonne ses études. C'est horrible. Depuis cette époque, je suis en mode survie par rapport au VIH, mais aussi par rapport à mon corps. Je ne sais plus déterminer si les gens m'aiment ou veulent juste mon corps. J'ai eu honte. J'en ai parlé à personne. Le fait que j'ai été drogué annule complètement le consentement que j'aurais pu donner. Je me souviens de ne jamais l'avoir donné. J'étais un objet sexuel. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et je vois que cette personne est toujours active dans le milieu de la nuit, ce qui est pour moi une vraie injustice. C'est pour ça que je parle aujourd'hui, même si je n'ai pas porté plainte à l'époque. Et justement, beaucoup de gens soulignent souvent, quand on parle des femmes et des agressions qu'elles subissent, beaucoup de gens soulignent souvent les agressions que subissent les hommes. Et c'est vrai qu'on a peu souvent l'occasion d'en parler, peu souvent l'occasion de le souligner. Mais c'est vrai que justement, pourquoi est-ce que il y a un combat féministe pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes? C'est justement aussi pour ces hommes qui se font agresser. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a une vision de l'homme qui est tellement... Allez, je vais dire... un homme, justement, qui se fait violer comme cette personne s'est faite violer, c'est 10 fois plus dur, je vais mettre des gros guillemets, évidemment, sans donner, voilà, sans mettre une échelle ou quoi que ce soit, hein, c'est pas l'idée, mais c'est 10 fois plus dur au niveau psychologique que pour une femme, parce que c'est quelque chose qui peut être mal vu, c'est quelque chose qui est pas normal, toujours, avec des gros guillemets bien sûr, mais qui n'est pas normal, dans cette vision justement très que l'homme il est fort, que l'homme voilà, il peut être l'homme hétéro, cisgenre comme certains diraient.
Bah voilà, c'est encore plus dur quand tu te fais violer et que tu es un homme. Et dans ce cadre-ci, ce serait vraiment pas étonnant que toutes les conséquences qu'il souligne soient vraies. Et parce que, bah, effectivement, quand tu te fais violer et que tu es un homme, et que tu te fais violer par un homme, c'est encore une autre paire de manches que quand tu es une femme. Bref, c'était pour la parenthèse. Nous contacterons Karl de Montcharline afin qu'il réponde à ces affirmations. Dans un premier temps, il nous fixe un rendez-vous pour une interview, mais le jour dit, il ne répond plus à nos appels et nous envoie son avocat. C'est quand même marrant, hein. C'est quand même marrant. C'est quand même marrant, tous ces gens hein, qui sont ouverts pour les interviews, parce que, vous savez, c'est un droit de réponse. Alors, on va le lire après, hein, son fameux droit de réponse qu'il a mis sur Facebook, finalement. Moi, je trouve, il y a un moment donné... alors, je veux bien... je sais pas, c'est... Vous savez... Pour moi, on peut douter toujours des versions. On peut douter quand, par exemple, les personnes se connaissent entre elles. Elles ont des liens entre elles, donc que les victimes ont des liens entre elles, par exemple. On peut douter aussi quand il n'y a pas plusieurs victimes, mais qu'il n'y a qu'une seule victime, c'est difficile de savoir. Et quand je dis remettre en doute, ça ne veut pas dire forcément que c'est faux, hein, attention. Mais c'est plutôt dans le sens que la vérité va être difficile à mettre au jour. Mais ici, quand c'est des trucs comme ça, où tu as plusieurs victimes qui disent toutes le même modus operandi et tout, tu te dis putain, mais... comment c'est possible, quoi. Bon, bref. Selon Jean-Pierre Beul, Karl de Montcharline est extrêmement choqué, il conteste les faits. Ce que ces témoins expliquent ne correspond pas du tout au profil de mon client. Il est actif dans la vie nocturne bruxelloise depuis 30 ans. Il a créé 5 établissements de tout premier rang où il n'a jamais eu de problème. Mon client a un casier judiciaire vierge. Alors, désolé, hein. Mais ça, c'est pas des bons arguments. Enfin, c'est pas des arguments. Et alors ? Enfin, ça prouve quoi, ça ? C'est pas un argument. On t'accuse de quelque chose, et ton argument, c'est « Mais non, je suis fiable, hein. Puis j'ai jamais eu aucune plainte, hein. » Je sais pas si on sait, hein, mais un meurtrier, avant de faire son premier meurtre, hein, bah, il a jamais fait de meurtre, hein. Et il avait un casier judiciaire vierge. Ah, j'ai envie de pleurer quand je dis ça, putain. C'est pas possible. Ah. Il n'a jamais eu à répondre d'une quelconque atteinte de ce type. Il a été entendu dans le cadre d'une plainte et elle a été classée sans suite. Reste qu'à notre connaissance, toutes les plaintes portées contre Karl de Montcharline n'ont pas été classées sans suite pour le moment. Ah bah mince. Oups. Ah bah ça alors. Putain, mais tuez-moi, je vous en conjure. Jean-Pierre Beul critique aussi l'anonymat des personnes qui portent ces accusations. Mais putain, mais ça, mais... Ah non mais genre vraiment, genre, je vous jure. Il y en a, ils ont honte de rien. Hein. Il y en a qui ont honte de rien. Il nous reproche également de ne pas avoir accepté de lui montrer ses interviews au moment où nous l'avons rencontré. Cette démarche s'explique pourtant simplement. Les témoins craignent d'être l'objet de procédures en diffamation destinées à les faire taire s'ils sont reconnus. Ils ont réclamé cette garantie d'anonymat comme préalable à toute interview. Mais surtout, genre, c'est tellement une méconnaissance du travail journalistique. Vraiment, vraiment, c'est terrible. C'est terrible parce que demander ça, et en plus venant d'un avocat, c'est scandaleux, vraiment. Ça montre, je vais le dire un petit peu comme ça, mais ça montre une certaine incompétence de cet avocat parce que normalement, un journaliste, c'est bien justement son travail et c'est bien l'un des seuls qui a le droit justement de garder l'anonymat face par exemple à la police, face à l'État. Un journaliste a le droit de garder ses sources anonymes. C'est la protection des sources. Et c'est hyper important. C'est hyper important parce que vous imaginez si maintenant, tout à coup, il fallait toujours... Enfin, il n'y aurait aucun scandale qui éclaterait. C'est ce qu'on appelle aussi les lanceurs d'alerte, par exemple. C'est la même chose, c'est le même principe. Enfin, bon, enfin... Donc, je sais pas comment tu peux être avocat et pas connaître la base du journalisme, mais bon, c'est pas grave. Maître Beul se lancera également dans un comparatif entre Balance ton bar et le phénomène MeToo qui a frappé le cinéma hollywoodien. Et ça, MeToo a libéré la parole
Mais il y a aussi eu des effets dévastateurs. Il y a une tendance actuelle à régler ses comptes sur les réseaux sociaux et les médias. Il est ici question de l'honneur d'un homme qui est attaqué par des ombres et des personnes qui ne se dévoilent pas à son égard. Il n'a pas de précision sur les faits. Or, il est question de la renommée de quelqu'un. Il n'a pas de précision sur les faits. Il va m'emmener chez lui et me proposer de dormir encore un peu. Je suis encore complètement étourdi et je ne... Mais il a... Mais genre... Non mais avouez qu'à un moment donné, genre... Moi je veux bien la présomption d'innocence et tout, y a pas de problème. Hein. Et bien sûr, on est d'accord qu'ici, Karl de Montcharline est présumé innocent tant qu'il n'est pas jugé coupable par un tribunal. Hein. Et tout ce que je présente ici n'est que mon opinion. Hein. Mais bordel de merde! Bordel de merde, il faut peut-être aussi lire les articles, hein, avant de dire non, mais aucune preuve, y a rien, c'est des ombres. Et puis à un moment donné, il faut peut-être aussi un petit peu se renseigner sur comment fonctionne l'information, comment fonctionnent les investigations, avant de lancer des conneries pareilles, quoi. Non, je sais pas. Faire son travail, quoi, je sais pas. Non, mais bon, c'est pas grave. Pas grave. Ici, question machin, il n'a pas de précision, et or, il est question de la renommée de quelqu'un, ouais, bien, tiens. L'avocat reviendra aussi sur des éléments précis des accusations, notamment la distribution de boissons, ah oui, alors ça c'est exceptionnel, qui aurait contenu de la drogue. Sa défense est très simple. Karl de Montcharline n'a drogué personne, puisqu'il ne donne jamais de verre lui-même. Il n'y a pas là de modus operandi, mon client ne remet jamais de verre à ses visiteurs, c'est son personnel qui s'occupe de ça. Ah, mais vous comprenez, monsieur est trop riche, il a du personnel, vous savez, en fait, il faut savoir que tout est fait à sa place, en fait. Hein. Voilà, ils disent eux-mêmes, donc l'argument c'est, ça fait 30 ans qu'il travaille dans le milieu de la nuit, et il n'a jamais rien fait, on lui a fait aucun reproche, mais donc on souligne qu'il a travaillé pendant 30 ans, et pendant 30 ans, vous imaginez, hein, pendant 30 ans, jamais, au grand jamais, il n'a remis un verre personnellement. Jamais. En 30 ans. Il se rappelle, hein, non mais parfaitement, hein. C'est vraiment, tu sais, le mec, il réfléchissait, il se disait, putain, non mais t'imagines, je vais jamais donner de verre personnellement parce que si un jour on m'attaque, hein, que la coalition des glandus m'attaque, non mais genre, il y a vraiment que moi qui trouve cet argument nul à chier. Le mec, il est propriétaire de plusieurs bars, et comme s'il n'avait jamais donné un seul verre, offert un seul verre de lui-même à un client. Bientôt, son argument, hein, ce sera « Non mais je sais pas comment ça fonctionne, hein, les pompes à bière, non je connais pas ça, Une bouteille, comment on ouvre une bouteille? Merde, je sais pas, je ne sais pas. » Bref, Ces propos peuvent étonner. On peut supposer que les patrons de ce type d'établissement offrent de temps en temps des verres parce que c'est tout simplement une manière normale d'entretenir sa clientèle. Par ailleurs, nous recueillerons le témoignage d'une ancienne membre du personnel du Woods qui confirmera que Karl avait l'habitude d'offrir des verres en particulier aux jeunes filles. Enfin, l'avocat Jean-Pierre Boyle reviendra sur les prétendues relations sexuelles entre mon client et des jeunes gens de 17 ou 18 ans. Mon client n'a jamais eu de relation de ce type, ce n'est ni son profil, ni son expérience, ni la manière dont il est perçu dans la cité. Ça ne lui est jamais arrivé sur 30 ans de carrière, mais il a quand même eu une plainte classée sans suite, et d'autres plaintes qui ne sont même pas encore classées. Mais bon, ça ne compte pas, ça ne compte pas. Ça ne lui est jamais arrivé sur 30 ans. Donc, je propose de lire dès maintenant hein, son truc sur Facebook. Hein. Bon, vous voyez ma pépé, mais on s'en fout. Donc, il dit de lui-même, hein, de son compte Facebook, « Comme vous, j'ai été frappé d'horreur par les différents témoignages diffusés hier soir. En aucune manière, je ne mettrai jamais en cause la véracité de leur ressenti. » C'est très important, c'est leur ressenti. Hein. J'entends par contre contester les faits qui me sont reprochés. Je les nie en tout point. Des milliers de personnes qui me connaissent depuis plus de 30 ans, toujours cet argument de 30 ans, hein, de jour comme de nuit, dans 5 grands clubs différents et une dizaine de grands événements, ils sont nombreux à pouvoir témoigner de ma bonne conduite. Tout au long de ces nombreuses années, j'ai offert des milliers de verres sans jamais les servir personnellement, car je n'ai jamais travaillé derrière le bar. Mais c'est... Mais... Je vais pas revenir dessus.
Je n'ai jamais drogué ou saoulé qui que ce soit. Personne ne m'a jamais vu agir de la sorte dans aucune de mes activités. En revanche, j'ai refusé énormément de personnes et eu pas mal de gens à la porte pour consommation de drogue et taux d'alcool trop élevé, sans parler des bagarres. Ce qui cause nombre d'inimitiés. Mon casier judiciaire est vierge et j'ai toujours répondu aux accusations. Je continuerai à le faire si je devais être appelé à devoir m'expliquer devant les instances compétentes, ce que la RTBF n'est pas. Le reportage d'hier soulève des problèmes que je condamne fermement et qui peuvent se poser dans notre société. Cependant, son traitement de l'information était délibérément à charge, anonyme et sans aucune preuve. Ce qui a été dit ne reflète en rien ce que je suis ou ce que j'aurais pu faire. Rien. C'est pour cette raison que j'ai porté plainte pour diffamation, calomnie et injure. Et enfin, je sais pas, en fait, en fait, moi, c'est vraiment genre... Donc, à charge, anonyme et sans aucune preuve. Ben, anonyme, forcément, mec. Aucune preuve, bah, je sais pas, on est en train de les lire. Et, enfin, je sais pas ce qu'il appelle des preuves, mais, enfin, oui, effectivement, il n'y a pas de preuves parce que c'est pas la police, là, mec. Hein. Je sais pas si t'as compris le but d'un journal. Mais, enfin... Et, et je comprends pas en quoi le traitement de l'information sera à charge. Et surtout, enfin, genre, pour moi, il y a... Ok, des gens qui l'a refusé et tout, mais enfin, c'est un peu quoi. C'est très... bon, bref. Écoutez, on verra ce qu'il apportera pour hein, se défendre et sa plainte pour diffamation. Hein. Ce qu'il apportera lui comme preuve, hein, comme quoi c'est à charge. Hein. Et c'est là qu'on arrive pour moi au cas le plus grave. Et pour moi, complètement incompréhensible et qui remet plus seulement en question une seule personne, mais carrément... toutes les institutions. 16 et 17 ans. Sur ce point précis, un autre témoignage vient contredire cette dénégation. Nous avons rencontré Adèle, elle a 59 ans. Il y a plusieurs années, donc, elle est allée récupérer 2 amis de sa fille qui affirmaient avoir été agressés par Karl de Montcharline, toujours au Wood, toujours à l'étage. Elles avaient 16 et 17 ans. Elles ont appelé ma fille au secours par GSM. Le téléphone de ma fille était branché sur un haut-parleur. J'ai donc entendu l'appel à l'aide et je me suis rendu sur place. Donc, nous avons la maman d'une amie à 2 filles mineures qui est allée sur place, d'accord ? Qui a été aider 2 filles. Donc, je suppose que comme le dit Karl de Montcharline, bien sûr, hein, toujours présumé innocent, on le rappelle, que cette maman a dû, du haut de ses 59 ans, mais à l'époque, elle devait avoir quel âge? Peut-être qu'elle était plus jeune, peut-être 50 ans. Elle a dû être refusée en boîte parce qu'elle était en train de se battre ou elle usait de la drogue. Et c'est pour ça, genre, c'est à charge, elle est énervée. Et... Bref. Adèle parviendra à sortir les 2 jeunes filles de la boîte de nuit. Elles expliqueront s'être vues offrir des verres, s'être retrouvées à l'étage sur la terrasse. L'une des 2 se sentira mal et ira vomir aux toilettes. Lorsqu'elle reviendra, elle verra Karl de Montcharline couché sur son ami, les mains dans le pantalon de la jeune fille. C'est là qu'elle s'enfuira et appellera au secours. Lorsque je les récupère, je les emmène à l'hôpital. Et ça, c'est top réflexe. GG cette maman. Elles sont examinées par un médecin qui fait des prélèvements de sang. Elles sont vertes. En tant que maman, cela me rassure qu'on les examine. Je les ramène ensuite chez elles. Elles me font jurer de ne rien dire à leurs parents. Quelques jours plus tard, ce qui est logique, parce que quand tu es jeune et que tu vas, par exemple, 16 et 17 ans, je sais plus, les boîtes c'est 16 ans ou c'est 18 ans, je sais plus. Mais parfois t'as pas trop envie que tes parents sachent. Il y a des parents qui sont beaucoup moins tolérants que d'autres. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent amener des enfants à ne pas vouloir que certaines choses se sachent. Bref. Quelques jours plus tard, une des mamans de ces jeunes filles m'appelle. Elle m'explique que les 2 jeunes filles accompagnées de leurs 2 mères ont déposé plainte. Mais à part ça, il n'y a aucune plainte. Hein. Jusqu'ici, il n'y a eu aucune plainte. Une seule est classée sans suite. Et déjà, là, il y en a 2. Enfin bon, bref. Elle explique que le policier qui les a entendus, et ça, c'est le plus grave, a précisé qu'il existait déjà d'autres plaintes contre le même personnage, Karl de Montcharline. Elle m'apprend également que l'on a retrouvé de la drogue, MDMA, dans le sang de 2 jeunes filles. Adèle ajoutera en guise de conclusion qu'il est temps de s'assurer que de pareils faits ne se reproduisent pas encore aujourd'hui. Et en fait, je trouve ça extrêmement grave, en fait. Je trouve ça juste choquant, pardon, excusez-moi, et grave. Ça me choque. Je trouve ça
En fait, ici, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un gars, et je vais mettre des gros guillemets, hein, mais qui n'est personne, alors du coup, on se pose la question, mais qui il est? Qui il est aux yeux des politiques? Qui il est aux yeux de la justice? Aux yeux je sais pas moi, de Bruxelles comment ça se fait qu'un gars qui a plein de plaintes sur sa tronche, dont une plainte où on a retrouvé de la drogue, on a retrouvé de la drogue dans le sang de 2 mineurs, que le modus operandi est toujours, mais toujours le même. Toujours, il parle toujours d'être emmené dans cette fameuse salle au-dessus du Wood, hein, de l'époque, donc de cette boîte. Que ça parle aussi toujours d'une même manière de procéder. Enfin, c'est hyper bizarre, quoi. Je suis désolé, mais il y a un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais vraiment, c'est pas possible. Que des plaintes, en plus, que même les flics en arrivent à dire « Ah oui, oui, bah c'est pas la première fois, hein. » C'est pas normal. C'est pas normal qu'il se passe rien. Justement, comment ça se fait? En fait, moi, c'est ça que je trouve choquant. C'est qu'il parle, il le dit lui-même, il se vante lui-même de travailler depuis 30 ans et qu'il se passe rien. Et c'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas un argument. Parce que, gars, si ça se trouve, depuis 30 ans, t'es protégé. Et vraisemblablement, t'as l'air protégé, en fait. Par tes connaissances, par ton fric, je ne sais pas. Mais t'es protégé. Et c'est ça qui est choquant. C'est qu'en fait, en vrai, mon cher Karl de Montcharline, je vais te donner mon avis personnel. Mais je pense que si c'était moi, par exemple, qui était dans ton cas, et qui avait reçu autant de plaintes, et autant de témoignages sur la tronche, je pense que là, je serais déjà en garde à vue, en fait. Je pense que la police serait déjà en train de perquisitionner chez moi, et je peux te dire que ça n'aurait pas attendu 30 ans. Donc, je pense que si ça fait 30 ans que tu n'as aucun problème, c'est clairement parce que... Mais quand je parle de problème, hein, je ne parle même pas d'être coupable ou non. D'accord ? J'insiste là-dessus, mais comme visiblement aujourd'hui, hein, dès qu'on on peut juste relayer des informations, hein, et des témoignages, on peut avoir des procès pour diffamation évidemment sur la tronche. J'insiste quand même dessus, mais là, visiblement, il y a des gens qui vivent toute leur vie, hein, sans aucune, malgré qu'il y ait des plaintes sur leur dos pour des agressions ou autres, et ils n'ont jamais rien. Par contre, des gens qui n'ont pas le sou et qui n'ont aucun lien, aucun contact, eux, s'ils déconnent un petit peu trop directement, ils s'en ramassent plein la tronche. Et eux, par contre, ils se font arrêter et eux, ils iront en prison. Donc, mon cher Karl, est-ce qu'en fait, vraiment, ça t'étonne? Est-ce qu'en fait, il n'y a peut-être pas un moment où il aurait mieux fallu répondre en fait aux questions des journalistes, prendre un avocat et trouver des meilleurs arguments que simplement dire ça fait longtemps que je travaille et regardez, mais jamais rien arrivé, ha ha ha. Sérieusement. Oui, je gère ça comme un drama Twitter, hein. Si vous posez la question. Bref, je suis choqué, je trouve que ce n'est pas juste à ce Karl de Montcharline, je le connais pas personnellement, je l'ai jamais rencontré, je sais même pas qui c'est. Je trouve que ce n'est pas juste à lui en fait à rendre des comptes, je trouve que c'est aussi à la justice. Je trouve que la justice bruxelloise, la justice on va dire même belge de manière générale, nous doit des explications. Elle nous doit vraiment, sincèrement, des explications et en profondeur. Comment ça se fait que des personnes comme ça qui portent plainte, et dont 2 mineurs qui en plus se sont retrouvés avec de la drogue, du viol, dans leur putain de relevé sanguin, se retrouvent avec toujours là maintenant, dans l'attente, hein, avec des affaires qui vont durer des années, des années à être peut-être jugées, avec des enquêtes qui vont durer des années à être faites. Alors que putain de merde. Il y a un moment donné, il faut peut-être que ça s'accélère un peu aussi. Il y a un moment donné où quand t'as... parce que là, je veux dire, on a 4 témoignages, mais... Enfin, parce que je dis les deux filles, le mec et la dernière... et la première personne, là. Ça fait quand même déjà 4 témoignages. Et on peut penser qu'il peut y en avoir beaucoup plus. Et donc comment ça se fait qu'un mec qui a tant de témoignages ou tant de plaintes sur les épaules, il se retrouve comme ça tranquille, à vivre sa vie,
aucun problème. Il a un casier judiciaire vierge. Je sais pas, c'est normal, vraiment? Bref, j'espère qu'on aura des réponses, mais c'était un scandale beaucoup trop élevé, beaucoup trop important que pour ne pas être soulevé. C'est un scandale qui fait parler de lui. J'avais pris un autre article, mais finalement, je crois que je ne vais pas le lire. Qui donnait, parce que la vidéo dure déjà 45 minutes, et en vrai, je pense que j'ai déjà fait le tour de ce que j'avais envie de partager, et des réflexions que j'avais envie de partager. Mais qui s'appelle « Ce tribunal médiatique n'est que le résultat des défaillances judiciaires », qui est un article très intéressant que je vous invite aussi à lire, il sera en description aussi, qui donne quelques raisons, hein, quelques explications de pourquoi finalement le monde judiciaire n'arrive pas à suivre finalement ce genre d'affaires. Mais je pense sincèrement qu'il y a quand même un problème autre que juste même, je vais dire, les instances judiciaires. Parce que je pense qu'on vit dans un monde à deux vitesses où quand tu as des bons contacts et des moyens, eh bien tu peux t'en tirer avec beaucoup moins de problèmes que si tu n'as pas d'argent. Et que tu te retrouves comme ça face à des plaintes. Et que tu ne peux pas attaquer en diffamation, parce qu'attaquer en diffamation, ça veut dire payer de l'argent, payer un avocat, payer des procédures, qui vont durer aussi 2 ans, et donc un avocat à payer peut-être tous les mois, ou je sais pas tous les combien de temps, mais c'est des milliers d'euros à dépenser. Et ça, tu peux le faire que quand t'es riche, hein, ça, tu peux le faire que quand t'es riche. Ben oui, et c'est pour ça que les procès en diffamation, je vais le dire comme ça, mais moi, ça me fait un peu rire, parce que c'est vraiment un truc de Richard, quoi. Désolé. Mais c'est vraiment un truc de Richard. Attaquer en diffamation, il y a que les gens qui ont les moyens de le faire qui le font. Les autres, bah, ils vont juste ignorer, en fait. Et ils vont juste passer leur chemin, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et oui. Et ils n'ont pas les moyens. Et pour moi, les procédures en diffamation, il faudrait une vraie réflexion derrière. Alors si vous êtes juriste ou quoi, n'hésitez pas évidemment à rectifier, hein, si c'est mieux fait, si ça consiste en d'autres choses et que c'est moi qui ai mal compris. Mais j'ai vraiment l'impression que pour le moment, les procédures en diffamation, c'est juste des procédures en intimidation, où on attaque la personne et on lui fait douiller des frais de justice. Et pour lui dire bien que, en fait, tu lui as cassé les couilles, bah maintenant, il va payer, quoi. Bref. N'hésitez pas à partager cette vidéo, en mon sens, c'est hyper important. C'est hyper important pour le monde judiciaire et pour les victimes aussi, hein, que ça se sache, qu'on remette en question tout ça, qu'on soit toujours choqué en fait par ces événements, qu'on se dise toujours putain mais c'est pas normal, il y a quelque chose qui doit bouger, parce que sinon à la fin on va s'habituer et ce sera terrible, parce que du coup ça bougera pas. Et puis sinon, voilà, on se dit, moi je vais aller me coucher, j'ai essayé d'aller me soigner de ma maladie, et puis putain, voilà, bon courage à tous, sachez que vous n'êtes pas seul si vous êtes victime d'agressions pareilles, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, bien entendu, et puis on se dit, à bientôt, pour de nouvelles aventures, hein. Allez, la bise.